Mi ricordo che von Karajan un giorno mi disse e mi scrisse: ascoltando il vostro 12 cilindri scaturisce un'armonia che nessun maestro saprà mai interpretare. Buongiorno et bienvenue à tous les tifosi, j'espère que vous allez bien, c'est le Gentleman Driver et aujourd'hui est un grand jour car j'ai l'honneur de vous présenter la première Ferrari de la chaîne. Et pas n'importe laquelle puisque c'est celle qui a marqué mon enfance, celle qui m'a fait avoir la passion pour l'automobile et plus particulièrement l'admiration pour la marque au cheval cabré. J'ai l'honneur de vous présenter l'intemporel Ferrari 360 Modena Speeder et sa fameuse grille en H. Il s'agit de la première berlinette de l'ère moderne. Elle sera présentée en 1999 en version coupée au Salon de Genève et sera dévoilée un an plus tard en version découvrable avec une commercialisation dans la foulée. 360 désigne la cylindrée, 3,6 litres, et Modena désigne tout simplement la ville de Modène, là où est né le fondateur Enzo Ferrari. Mais avant de vous présenter celle-ci, on va faire un petit retour dans le temps. Historiquement, une Ferrari, c'est un V12 avant, oui. En 1947 sort la 125S, la première Ferrari de route, et Enzo Ferrari est persuadé que pour aller vite, une berlinette doit avoir un V12 à l'avant. Mais en 1966, la Lamborghini Miura arrive sur le marché et elle vient chambouler les dires du Commendatore puisqu'elle embarque bien évidemment un V12 mais cette fois-ci placé derrière les sièges. Et du coup chez Maranello, ils se sont remis en question, premièrement avec la fausse Ferrari, la petite Ferrari Dino qui embarquait un 6 cylindres en position arrière et depuis il y aura deux grandes catégories chez Ferrari, les GT, donc les grands tourismes avec un V12 en position centrale avant et les berlinettes avec un V8 en position centrale arrière, gage d'un équilibre parfait, elles seront plus sportives et aussi plus accessibles. Il y aura donc la 308, la 328, la 348 et celle qu'elle vient remplacer, la F355, celle qui avait une ligne à tomber par terre et c'est celle qui introduira aussi le 5 soupapes par cylindre, les 5 soupapes qu'on retrouvera sur les F50 et sur cette 360 Modena. C'est ce qui donnerait apparemment ce timbre si aigu digne d'une Formule 1. Scaglietti et Pininfarina, deux des plus grands noms du design automobile, ont collaboré ensemble sur cette 360 et elle est clairement une évolution déjà d'un point de vue esthétique car le style n'est plus du tout le même. Fini les lignes très 80s
des Testarossa 512 TR 348 et même 355. Là, on obtient un design beaucoup plus rond et beaucoup plus doux, notamment avec ses ailes avant très galbées. Fini également les phares escamotables comme sur les précédentes générations. On a également un museau qui n'est plus du tout le même, fini les grilles d'aération, mais là on retrouve deux gros naseaux de chaque côté. Et c'est vraiment la première Ferrari de route, outre les F40 et F50, à bénéficier d'une aéro très travaillée. Sur celle-ci, on retrouve premièrement un fond plat. On a également des ouïes à l'avant, des ouïes sur le côté pour refroidir le moteur, des ouïes sur le pare-choc arrière. Et on retrouve à l'arrière, suivez-moi, un extracteur d'air qui pour une fois est vraiment proéminent et qui sert réellement à la stabilité de la voiture à grande vitesse. Alors le fond plat ainsi que l'extracteur d'air, c'est comme sur les Formule 1 de 2022. Certes, il n'y a pas de marsouinage, ne vous inquiétez pas, mais il y a un réel effet de sol, surtout à 295 km/h. N'oublions pas que ce travail en soufflerie a permis d'éviter des éléments disgracieux comme des ailerons. Une deuxième révolution, la carrosserie et le châssis sont entièrement en aluminium et ça c'est une première chez Ferrari. C'est un gage de rigidité accrue et d'une légèreté supplémentaire. Celle-ci pèse 1390 kg à sec selon Ferrari. Pour ce qui est du châssis, on retrouve des jantes en 18 pouces à l'avant comme à l'arrière, des pneus en 215 à l'avant et des pneus en 275 à l'arrière. Pour ce qui est du freinage, elle a l'ABS. Je crois que c'est la première Ferrari à obtenir l'ABS. On a des disques en 330 mm aussi bien à l'avant qu'à l'arrière et on est sur des 4 pistons de chez Brembo. Allez, place à bord de cette 360 Modena et c'est là où on retrouve la troisième évolution. Fini le type de la Testarossa, de la 348 ou même de la 355 puisque la 355 reprenait exactement le même design intérieur que la 348. Alors là, on a un vrai bond en avant, aussi bien au niveau de la place que de la qualité perçue, même si on est loin des standards allemands comme BMW ou Mercedes à l'époque. On a quand même du cuir étendu sur la planche de bord. On a des sièges en cuir brodé, brodé du logo Ferrari sur les appuis-têtes. Pour ce qui est des portières, elles sont toutes en cuir et en aluminium, tout comme la console centrale au niveau du levier de vitesse. Je dis bien aluminium entre guillemets puisqu'il s'agit en fait de plastique. Pour ce qui est des commodos, écoutez, on est dans une Fiat clairement, puisque même les aérations sont entièrement en plastique. Tous les boutons sont en plastique. Ici au milieu, on retrouve 4 petits boutons pour l'ouverture du coffre, de la trappe à essence, la fermeture du toit ou une petite trappe qui se trouve entre les deux sièges qui permet de mettre par exemple un porte-monnaie ou des lunettes de soleil. À l'arrière des sièges, on retrouve également de la place pour mettre 2 petits sacs. Pour ce qui est du coffre avant, on met une valise cabine et 2-3 sacs souples. Et pour moi, la seule belle pièce de l'intérieur de cette 360 Modena, c'est bien évidemment sa grille en H, cette boîte de vitesse à 6 rapports, tout en aluminium. Je trouve ça sublime. Pour ce qui est des compteurs, on a la pression de l'eau, de l'huile et la température. On a également le compte tours qui affiche 10 000 tours et la zone rouge commence à 8 500 tours. Et on a le compteur qui est gradué jusqu'à 340 km/h. On retrouve également le signe 360 Speeder ainsi qu'une plaque Ferrari champion du monde en l'an 2000. Elle est loin à l'époque Schumacher. Et enfin, comment parler de cette 360 Modena sans parler de ce 3/4 arrière. 1,92 m de grâce et d'élégance. On retrouve les 4 sorties d'échappement et ce fameux extracteur d'air qui est juste proéminent. On a également ce moteur placé sous une vitre à l'arrière. C'est sublime. Parlant moteur, je vais vous l'ouvrir. Suivez-moi. Pour ce qui est de la pièce maîtresse, la voici, une véritable horlogerie à l'italienne. On est sur le V8 de la 355 réalisée qui passe à 3600 cm3
quasiment. Donc un 3,6 litres de 400 chevaux positionné à 90 degrés en position longitudinale et centrale arrière. Centrale arrière puisqu'elle se situe entre l'axe des roues arrière et les deux sièges. 3600 cm3 qui permet de développer 400 chevaux à 8500 tours minute et 372 Nm de couple à 4750 tours minute. C'est pas énorme, vous allez me dire, parce que c'est ce que produit une Mégane 4 RS en 2021 avec un petit 1,8 litre turbo. Sauf que là, on est sur un moteur atmosphérique qui prend quasiment 8700 tours minute. Donc 400 chevaux qui donnent des performances encore honorables à ce jour. 295 km/h en vitesse de pointe, un 0 à 100 en 4 secondes 5 et un 1000 m départ arrêté en seulement 22 secondes 9. On retrouve également le châssis, vous voyez qu'il y a énormément de place. Également le silencieux, un silencieux inox de la marque Tubisteel qui, vous allez voir, fait un son à tomber par terre. Allez, bienvenue à tous les tifosi à bord de la Ferrari 360 Speeder et sa boîte méca. Je sais pas comment vous décrire le moment. C'est pas la première fois pour moi à bord d'une Ferrari, mais je suis surexcité. J'ai la chair de poule. C'est tout plein d'émotions qui me viennent parce que je suis passionné automobile depuis tout petit et notamment de Ferrari. Et voilà, se retrouver derrière un volant Ferrari avec le logo Ferrari, c'est un moment unique. Et on n'a qu'une envie, c'est d'y rester le plus longtemps possible. Encore plus quand il y a une boîte, la fameuse grille en H. C'est un bonheur à manier et avoir le pommeau entre ses mains, c'est juste jouissif. Tout comme le son d'ailleurs. Alors on va commencer par l'habitacle et l'ergonomie qui est relativement bonne. Ils ont été en progrès sur cette génération de Ferrari, donc sur la 360. Bien plus que sur les anciennes générations, les Testarossa 348, 355. Déjà moi je fais 1m81. Vous voyez, mes cheveux dépassent. Et sur les anciennes générations, on est collé au plafond en fait quand on rentre dedans. Là, l'ergonomie est relativement bonne. On a de la place au niveau des jambes. On a de la place au niveau des épaules. On se sent bien dans la voiture. Après, on est dans un environnement qui est rempli de cuir et d'aluminium. Mais voilà, on est en net progrès. Bon, pour ce qui est des boutons, etc., on est sur du plastique. On est dans une Fiat, clairement. C'est limite inadmissible de voir ça à bord d'une Ferrari. Ne vous inquiétez pas, en 2022 c'est encore le cas, hein. Même s'ils sont en net progrès encore une fois, c'est toujours pareil. Par contre le son, surtout en speeder, les sensations sont décuplées. Ça c'est mon panneau préféré. Alors on a un différentiel à glissement limité. Alors la boîte de vitesse, il faut vraiment décomposer les mouvements. On n'est pas à bord d'une Renault là. Le talon pointe, il est quasiment obligatoire. Il se fait relativement simplement. J'espère qu'on va m'entendre au micro. C'est la première fois que je filme dans une cabriolet. J'ai troqué mes chaussures de ville contre des Vans, hein, parce que la semelle est bien plus fine et c'est bien plus simple pour sentir les pédales. Les pédales d'ailleurs, c'est du n'importe quoi, hein. L'accélérateur, il est au niveau du passager. Moi, ce qui est en face de moi, c'est la pédale d'embrayage pour vous dire. En face de moi, pédale d'embrayage. Le frein et l'accélérateur,
relativement simple pour faire le talon pointe, ça me pose pas de problème. D'ailleurs, le pédalier, je le trouve sublime, tout en acier. Putain, à chaque fois que je pose la main sur le levier de vitesse, oh là là. D'ailleurs, pour un cabriolet, je m'attendais à être plus décoiffé que ça. Et franchement, ma moustache, elle tient en place. On est bien. D'ailleurs, il fait relativement chaud. Je suis en train de filmer en Normandie. On a un beau soleil, mais on a surtout le V8 3,6 litres qui est en train de me chauffer dans le dos là. Donc 3,6 litres, 400 chevaux atteignables à 8500 tours minute. Franchement, j'ai des frissons. À chaque fois déjà que j'entends cette grille cogner, déjà j'ai la banane, rien qu'avec ça. Mais alors, le son du V8, il est exceptionnel. Clairement, une 488, ça peut aller se cacher. Et à chaque fois qu'on augmente dans les tours minutes, donc là, par exemple, entre 2 et 3000 tours, le bruit, il est vachement étouffé, il est vachement rauque et il prend au plus profond de toi-même. En ville, c'est insoutenable, clairement, ça fait vraiment beaucoup trop de bruit. De toute façon, en dessous de 3000, c'est pas fait pour. Bien que c'est une belle voiture pour cruiser. Honnêtement, faire un petit Paris-Saint-Tropez à son bord, ça ne me poserait aucun problème. Tous ceux qui pensent qu'une Ferrari, c'est tape-cul, mais là, pas du tout en fait. N'importe qui peut la conduire. C'est relativement souple. Les suspensions, bien qu'on sent chaque aspérité de la route, sont relativement souples. Les sièges sont confortables, bien qu'on est vraiment sur des sièges des années 2000. C'est-à-dire que la mousse est toute molle. On s'enfonce dans le siège. Il y a juste les bourrelets sur le côté qui vous serrent au niveau des côtes. Mais on est loin d'un vrai siège baquet. « 5000 tours. 6000 tours. La boîte de vitesse, c'est du caviar. Donc il faut bien vraiment découpler les mouvements sur la boîte de vitesse. Il faut utiliser toute sa main et toute sa poigne pour passer le rapport supérieur. C'est la première fois que je prends un pommeau avec la main entière. Le talon de pointe. 8000 tours. Incroyable. C'est incroyable. J'en ai la chair de poule. C'est la première fois qu'une automobile me fait ça. J'ai pas les mots, je suis ému. On a quand même l'ESP qui se met en route, qui se déclenche. J'arrive à déclencher l'ESP. Les pneus sont d'époque, même s'ils ont été changés récemment. Ils ont remis les Pirelli d'époque. Ne me demandez pas pourquoi. C'est tout bonnement incroyable. Comment vous décrire les sensations à bord d'une Ferrari? Déjà le speeder, vraiment, ça vous décuple les émotions, c'est juste fou. La direction, en fait, honnêtement, je pensais lui trouver beaucoup plus de défauts qu'elle n'en a. Je vais passer le rapport supérieur parce que j'ai les tympans qui vont exploser. Je pensais lui trouver beaucoup plus de défauts. La direction, elle est quand même hyper précise et très directe. En fait, les pneus en 215, je sais pas comment vous dire, mais on les sent. On a l'impression qu'on a des galettes sur les roues avant. Vraiment, on a un avant hyper léger en fait. Regardez, si je tourne le volant par exemple, il aura du mal à se remettre en place en fait. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Si je le tourne,
par exemple là à droite, et que je le laisse, et ben il va continuer à droite. Donc ça, c'est assez bizarre. On n'a pas de consistance dans le volant. Il est relativement léger. Par contre, il est très direct. Mais je m'attendais à bien pire. Pour ce qui est des freins, bon, on n'est pas sur des 6 pistons modernes. On a un bon mordant quand même. Ouais, ça freine relativement bien. Et on a la boîte et le pont qui est situé juste en dessous de mes pieds en fait. Et du coup, on a un châssis donc rigide parce qu'il est full aluminium et relativement sain. Franchement, je m'attendais à bien pire en fait, d'une conception de 99 du coup, parce que la Modena est sortie en 99. Ouais, donc là j'ai l'ESP qui s'active. J'ai un petit bouton sport. Je sais pas à quoi ça sert. Là, je l'ai activé. Ah ouais, par contre, c'est pas mou, hein. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit mou sur les changements de direction. En fait, pas du tout. Et le bouton sport, il sert uniquement à rigidifier légèrement le volant. Légèrement, hein, c'est pas ouf. Parce que la pédale de gaz, ça n'a rien changé. Pédale de gaz qui est relativement directe, même si j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus précise. Mais franchement, chapeau, hein. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas si la concurrence faisait aussi bien. Si, peut-être. Mais elle ne faisait pas aussi bien pour ce qui est du son. 8500 tours, il n'y a aucune caisse de l'époque qui était capable d'atteindre autant de régime. Une GT3, ça prenait 7500 tours. Une 996 GT3, ça faisait 360 chevaux, 370, 380, je sais plus. Une 996 turbo, ça faisait 420 chevaux, atteignable sûrement à 6500, 7000 tours maximum. Il y avait uniquement la M3 E46, la petite pépite, qui prenait plus de 8000 tours, mais ça prenait pas 8500 ou 8700 tours minute comme elle est capable de le faire. Et le son, aucune caisse de l'époque n'était capable de procurer autant de sensations au niveau du son. Impossible. Honda NSX, les Porsche, une Mercedes SL 55 AMG, CLK 55 AMG, ok, ça faisait un très beau son, mais nul n'était capable de proposer une mélodie pareille. C'est incroyable. J'espère qu'on va s'en rendre compte en vidéo parce que ça vaut le coup. Et la boîte de vitesse, ok, je me répète, mais je suis désolé, je suis obligé. Oh, le talon de pointe. Et en plus, on entend des déflagrations. On entend des déflagrations lorsqu'on rétrograde. 400 chevaux, 372 Nm de couple. C'est pas très coupleux, bien que c'est coupleux sur tous les régimes. Ça me rappelle un petit peu le 600 lignes de la M3 E36. C'est pas beaucoup plus coupleux, bien moins coupleux que la M3 E92 avec son 4 litres, qui nous rappelle vraiment les moteurs plutôt à l'américaine. Mais là, on est vraiment sur un moteur hyper pointu, très peu coupleux, capable de prendre des régimes incroyables. Mais il est quand même coupleux sur tous les régimes, ça va repartir à tous les rapports, mais c'est pas ce qu'il demande. Ce qu'il demande, c'est vraiment passer les 7000 tours. Bon, une petite conclusion. Quelle voiture à moins de 100 000 euros, parce que ça vaut entre 80 et 90 000 euros en version boîte manuelle et cabriolet dans un super bêta. Quelle voiture à moins de 100 000 euros est capable de vous procurer autant de sensations avec une mélodie de ce genre? Je vous laisse répondre en commentaire parce que honnêtement, je pensais pas que ça allait me procurer autant de sensations. Et le pire, c'est qu'elle est capable de cruiser en fait. Là, vous voyez,
Je suis à 70 km/h en 6ème, 2000 tours et je cruise. Et elle est confortable. Et quand je veux envoyer la sauce, elle demande que ça. 5ème, 3ème, je peux même passer une seconde. Je vais attendre que le virage se termine. J'attends vos commentaires. Pareil, la boîte de vitesse, j'ai oublié de vous le dire, elle est précise, elle est courte en débattement et surtout, les rapports sont hyper courts. Et je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais avoir une 6ème hyper longue, capable d'aller chercher donc du coup les 290, 295 km/h en vitesse de pointe. Et en fin de compte, la boîte est hyper bien étagée. Remarquable. Pourquoi acheter une boîte F1, même de nos jours? Ça procure tellement de sensations. Les gars, je ne comprends pas les gens qui aiment les boîtes type F1. La courbe, je l'inscris, 90 km/h. Tout bonnement incroyable. Pourtant, j'en ai conduit des voitures, j'en ai conduit des motos, capables de prendre des tours, de me procurer des sensations. Mais alors là, honnêtement, j'ai pas les mots. Arrête de faire du bruit, toi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain essai tout bonnement exceptionnel. Je l'espère. J'aimerais bien un jour pouvoir essayer la F355 avec le même moteur qui procure un son encore légèrement différent mais tout aussi aigu et métallique. Et voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Le Gentleman Driver. J'ai également un Instagram qui va s'afficher. Ciao. 3ème, 6000 tours, je freine. 2ème, 8005, 7000, 7005, 8000, 8005. 4ème. Stop.